bonsoir à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici aux Archives municipales. Donc, je suis Sébastien Scarto, moi je suis directeur du CIO de Métropole. Et ce type de conférence fait partie de nos missions de sensibilisation et de pédagogie auprès du grand public. Donc je me permets aussi de vous accueillir au nom de notre président, Frédéric Pronchéry, de notre vice-présidente, Béatrice Vessillé, et puis de l'ensemble du conseil d'administration du CIO de Métropole. Donc l'exercice qu'on mène ce soir, il est lié à nos démarches d'action culturelle et à un certain nombre d'événements que l'on réalise qui sont associés à la production, par exemple, d'expositions. Donc aujourd'hui, cette conférence, ça s'appelle une conférence de clôture pour nous, qui conclut l'accueil d'une exposition réalisée par l'agence ANMA au titre de son commissariat sur la question justement des sols. Donc on a souhaité regrouper un certain nombre de personnalités compétentes sur ce sujet. Donc vous serez indulgents aussi, pour nous c'est un sujet qu'on a considéré quand même comme complexe. Le sol, on ne peut pas dire, et son utilisation, que ce soit quelque chose d'extrêmement simple, ça fait partie, c'est la matière première des territoires aujourd'hui encore, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'influences et d'acteurs autour de cette question de la gestion du sol et beaucoup d'enjeux pour demain. Donc c'est un sujet qu'on a traité de manière, enfin que surtout l'agence ANMA a réussi à traiter de manière très pédagogique, et en revanche qui reste un sujet extrêmement compliqué. Le sujet qu'on souhaitait aborder ce soir, on l'a orienté autour de trois thèmes: la prise en compte des paysages urbains et l'adaptation au changement climatique, augmenter la porosité entre la ville et le vivant, qui est un objectif fort lié à la biodiversité aujourd'hui, et une opportunité aussi pour les nouveaux usages, de nouveaux supports et une nouvelle pédagogie peut-être de l'aménagement, un nouveau langage de l'aménagement. Et un dernier volet qui serait consacré à un échange sur les outils qui pourraient nous aider finalement à provoquer ou à accélérer cette transformation qui nous permettrait aujourd'hui de ménager les sols. Donc, quand on a souhaité proposer à l'agence ANMA de participer à cette question de la description des enjeux du sol dans l'aménagement du territoire, on a choisi évidemment d'aller chercher un certain nombre de réponses dans la nature des sols et de ce qu'on pouvait en faire. Donc dans le premier volet de cet échange, il y a cette idée de prendre en compte donc, les paysages urbains et l'adaptation au changement climatique. Donc la question c'est aujourd'hui, qu'est-ce que l'on entend par conception finalement de ville bioclimatique, voilà, est-ce que le bioclimatisme par rapport à la ville, et là-dedans, effectivement, quel rôle peut jouer cette prise en compte plus importante des sols. Donc la première question, je souhaiterais du coup que ce soit Mélusine qui puisse, en tant qu'architecte urbaniste, et du coup avec cette casquette finalement d'acteur un peu systémique de l'organisation de la ville, qu'elle puisse nous dire un peu ce qu'elle pense du bénéfice effectivement de cette prise en compte aujourd'hui plus importante des sols dans l'aménagement du territoire. Oui, merci. La prise en compte de la nature du sol, je dirais qu'elle existe depuis assez longtemps. Quand on est architecte, urbaniste, de toute façon, c'est quasi obligatoire de s'intéresser à comment le sol porte, notamment les constructions qu'on va poser dessus, qui vont définir aussi un certain type de fondation, et donc qui vont avoir un impact économique également sur l'opération qu'on va développer. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que cette nature du sol, la façon dont on la regarde, ce n'est plus uniquement pour y poser des constructions, mais pour y trouver d'autres types d'usages, des usages qui permettent d'apporter un confort aux habitants de la ville, donc notamment à travers la nature et la façon dont elle va réussir à apporter, à améliorer la question des îlots de chaleur, mais aussi comment il va permettre de donner une place à autre chose que justement les fonctions humaines. Donc ça, c'est aussi un point important qui prend de plus en plus de place. Qu'est-ce qu'on donne dans la ville, ou du moins dans le territoire, comme place pour des fonctions qui ne sont pas forcément humaines. Et ça vient complètement, en fait, bouleverser et percuter la façon dont on fait la ville. C'est aussi la raison pour laquelle on a démarré on a pensé cette exposition,
La première, c'est, voilà, on vient nous voir, nous, urbanistes, architectes, paysagistes, pour fabriquer la ville, parce qu'il y a des besoins aujourd'hui de logement, d'équipement, de fonctions. Mais en fait, on nous demande aussi de prendre en compte tout un volet écologique, fonctionnel, du vivant, qui jusqu'à aujourd'hui, notamment dans sa dimension justement de faisabilité économique, parce qu'on est constamment en fait aussi sujet à répondre à cette injonction, ça devient donc des injonctions qui sont de plus en plus difficiles à croiser. Peut-être que je peux préciser ce qu'on entend par ce nouveau regard sur les sols, et notamment à travers ce que peut être un sol fonctionnel, au-delà des usages qu'il va porter pour les usages humains. C'est quelque chose aussi auquel on s'est intéressé justement en convoquant des expertises dans l'expo. Un sol fonctionnel, il est regardé à travers 4 items. Premièrement, sa capacité à favoriser la biodiversité. Il faut savoir qu'il y a près d'un quart des espèces en fait, qui sont inféodées au sol. Sa fertilité, donc comment il va réussir à donner la possibilité aux végétaux de croître, de se reproduire. Ça, c'est sa composition chimique et physique. Sa capacité à stocker du CO2, à travers notamment l'humus. Et enfin, sa capacité à infiltrer et stocker l'eau. Voilà. Merci du coup, Mélusine, pour cette introduction et les informations qu'on peut donner sur le sol. Et quand on parle d'infiltration, un des enjeux, et je me tourne vers Christian sur ce sujet, un des enjeux aujourd'hui, on parlait parfois de sujets contradictoires, de contradictions entre un marché et la valorisation d'un sol, ou le fait de laisser un sol vivant et disponible. Entre guillemets, aujourd'hui, on a connu beaucoup de phases d'imperméabilisation finalement des territoires. Aujourd'hui, la désimperméabilisation devient une des clés. Donc j'aimerais vous entendre sur cette question de rapport au sol et ce travail sur la désimperméabilisation aujourd'hui des territoires et l'intérêt que cela peut avoir sur la valorisation des sols. D'accord. Donc effectivement, pendant longtemps, on a imperméabilisé les sols en créant de la ville. On a artificialisé les sols, on n'a même plus tellement tenu compte des sols, on a mis des tuyaux, etc. Et on a vu petit à petit que ça allait un peu trop loin. Probablement, ça coûtait très cher. Et puis, le ruissellement, quand il pleut, le ruissellement, puisqu'il ne pouvait pas y avoir d'infiltration, ça générait du ruissellement. Et ça générait du ruissellement excédentaire. Donc, ça a généré du risque, l'eau est devenue un risque. Et la première approche qu'il y a eu, je fais souvent référence à Bernard Choquat, qui est un local, qui est un peu le maître en hydrologie urbaine, notre dieu à tous, enfin nous hydrologues, ça vient de Lyon, le grès. Il s'est dit, mais en fait, il faut intervenir sur la ville, il faut revoir comment la ville agit par rapport à l'eau. Et donc, c'est là où il y a les premières approches qui a été de retenir les eaux dans les noues, par exemple, dans des espèces de fossés qu'on met dans la ville. Bon, c'est pas forcément super, mais... Et puis ensuite, on est allé un peu plus loin et on s'est dit, mais finalement, est-ce qu'il ne faut pas... Enfin, parce que là, l'idée, c'était, on imperméabilise, puis on fait une noue qui va compenser. Donc après, on s'est dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas créer de la ville qui ne soit pas perméable, qui ne soit pas imperméable? Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, on nous demande de désimperméabiliser les villes. C'est une bonne chose, parce qu'effectivement, d'un point de vue du risque, ça diminue un peu le risque, le fait qu'il y ait moins de ruissellement fait que le risque diminue. Ce qui est surtout intéressant, en fait, c'est que l'eau devient aussi une ressource. Puisqu'elle vient s'infiltrer dans les sols, elle vient activer les sols. Et là, c'est intéressant, je rejoins ce qu'a dit Mélusine, c'est-à-dire que d'un coup, elle va enclencher un espèce de métabolisme qui va produire du confort, par exemple, de la fraîcheur. Ça va produire aussi de la nature, donc de la biodiversité, ça va produire tout un tas de choses qui servent aujourd'hui à la ville. Donc voilà, c'est la raison qui a conduit à désimperméabiliser la ville. Et le gros avantage, c'est que ça répond à cette problématique d'inondation, mais ça répond aussi à tout un tas d'autres enjeux qui sont liés à la nature, où on ne peut que s'en féliciter. Donc Sébastien, la question que moi je voulais te poser, c'est effectivement comment ces nouveaux enjeux qu'on reconnaît aujourd'hui très largement
peuvent être intégrés à cette évolution de la ville qui effectivement produit encore du logement neuf et qui aussi évidemment est une ville qui doit se réinscrire sur elle-même, donc aussi prendre en compte évidemment tout le parc existant qui doit évoluer. Voilà. Vaste question et question autant politique que technique en fait. Là on est vraiment dans le champ des choix publics que font nos élus quand ils décident de la destination des sols, quelque part. Autorisation du droit des sols. Le mot sol, effectivement, on a un peu tendance à le considérer comme un terme un peu réducteur. On oubliait toute la polysémie qu'il y a derrière et qui a été rappelée. Une surface. Voilà, est-ce que c'est qu'une surface, qu'un terrain, comme l'exposition le rappelle, ou est-ce que c'est une terre avec sa richesse agronomique et autres. Et je pense qu'on est vraiment sur un moment où on redécouvre que cet héritage qui a mis des millions d'années à se sédimenter au sens littéral du terme, eh bien, c'est une ressource rare, précieuse, surtout à l'approche des agglomérations, et qu'on a gaspillé cette ressource à l'utiliser à l'horizontale pendant des décennies, à l'utiliser sans discernement justement sur la question du fait qu'on imperméabilisait ces sols. En tout cas sur l'agglomération lyonnaise, je pense qu'on est en train de vivre un virage, une accélération d'une tendance qui consistait à moins consommer d'espace et de sol à des fins d'urbanisation. Et que la perspective qui se précise, c'est vraiment de travailler à enveloppe urbaine constante. C'est le défi qui est devant nous, tout en continuant d'accueillir des populations qui attendent de l'emploi, des logements, des équipements, des aménités urbaines, mais dans une enveloppe urbaine constante. On n'y est pas encore, mais d'ici 10, 20 ans, la révision du SCOT que tu citais en introduction est lancée depuis tout récemment. On a consommé, je parle sous le contrôle de quelqu'un qui m'en sait pas, mais à peu près 1 millier d'hectares en 10 ans à des fins d'urbanisation. Donc déjà, à 2030, il faudrait n'en consommer plus que 500 pour être dans ce que nous impose la loi de climat résilience de 2021. Mais l'idée, c'est peut-être même de faire mieux que ça, si on y arrive. Et puis, à horizon 2050, comme tu disais, ce sera zéro. C'est-à-dire qu'on pourra consommer à la marge encore un peu de foncier à des fins d'urbanisation si on restitue par ailleurs d'autres fonciers à des vocations naturelles ou agricoles. Mais on sait bien qu'une fois qu'un sol est abîmé, pour lui retrouver des vocations de stockage de CO2, de fertilité, de biodiversité, c'est pas évident. Donc, déjà, à la base, partons du principe qu'on va beaucoup moins consommer ces sols pour des vocations de développement urbain au sens bâti. Donc concrètement, comment on s'y prend? On continue, parce que le cadre il est donné, et on sait qu'on a cet enjeu, il est mondial, mais on l'applique après à toutes les échelles et jusqu'à l'échelle locale. Donc si ce cadre est donné, comment est-ce qu'on l'applique concrètement en 3 axes pour l'appliquer. Globalement, on renonce à des projets d'urbanisation en extension. Donc ça, c'est le premier axe, et ça veut dire concrètement ce qu'on appelle du rétrozonage dans notre jargon. Donc c'est vraiment un PLU qui s'attelle à rendre définitivement à des usages agricoles ou naturels, les zones dites N et A, des zones qui jusqu'à présent étaient AU ou surtout AU, à urbaniser. Deuxième axe, c'est sur les enveloppes urbaines existantes, où là, dans la logique de ZAN, on essaye de réintroduire des espaces désimperméabilisés. Donc là, c'est l'outil qu'on a identifié au PLUH, c'est le coefficient de Bender, qui vise à ce que chaque fois qu'il y a une opération immobilière sur un terrain cadastré, on augmente l'obligation pour le constructeur, le promoteur, de prévoir 10, 15, 20, 25% de pleine terre
vraiment pleine terre, on ne touche pas à la terre qui est en place, on lui garde ses qualités, encore une fois, agronomiques, etc. Et ça, ce coefficient de pleine terre, on l'introduit dans l'hypercentre, il n'existait pas sur Lyon-Villeurbanne, et dans le reste du corps d'agglomération, on augmente cette proportion. Ça produit des discussions avec le monde de la promotion, parce que c'est vrai que ça réduit de la capacité à construire, mais c'est bien dans cette idée que les sols sont un bien rare, et qu'une fois que ce sol est abîmé, c'est pas récupérable. Et puis enfin, mais ça c'est plus à la marge, on identifie aussi des espaces plus ponctuels qu'on veut préserver dans le tissu urbain, des espaces boisés classés, des espaces verts végétalisés à valoriser, les EVV. Donc on affine le repérage dans le tissu urbain de ces espaces qui contribuent à faire circuler la biodiversité et à donner au sol des qualités fonctionnelles qui étaient rappelées. Voilà un peu les axes de travail qu'on a. On y reviendra sur des exemples, mais c'est les outils qu'on mobilise, très réglementaires, mais qui quand même ont des effets très très concrets de protection et des sols. Du coup, dans l'introduction, il y avait cette question aussi des paysages urbains. En fait, pour nous, qui est une question, là, je prends ma casquette du coup de CIE et de Conseil d'architecture, urbanisme et d'environnement, cette question de la mémoire de nos territoires, leur image, elle est extrêmement importante. Et du coup, on a parfois des chocs sur des modèles ou des modèles de ville qui font qu'ils peuvent se transformer brutalement ou moins brutalement. Et la question de la réintégration de ces questions du changement climatique dans la ville fait qu'aussi cette ville, elle doit se préparer à changer de modèle parfois ou adapter son modèle. Et donc pour être positif par rapport à cette idée aussi, trouver des modèles économiques qui fonctionnent, ce qui est intéressant, c'est qu'avec la Fédération des professionnels du pôle immobilier et de la construction, le choix aujourd'hui qui a été fait lors des grands rassemblements autour de la révision des documents d'urbanisme a déterminé que la ville aujourd'hui n'était plus continue, par exemple. Donc ça, pour moi, c'est un point qui est très important, c'est de dire qu'aujourd'hui, la ville, vous parlez de ville spongieuse, du coup, Christian, nous, on parle aujourd'hui plutôt de ville discontinue, et la discontinuité de la ville, par exemple, n'est absolument pas une approche négative de la production de la ville, au contraire, ça devient une valeur de production de la ville. Et ce qui est intéressant dans la discontinuité, c'est qu'elle peut répondre à tout un tas d'enjeux liés aux questions de changement climatique et d'environnement, en fait. Voilà. Donc on est dans une logique de ville qui s'ouvre, en fait. Et donc une logique de ville qui s'ouvre, c'est une logique de ville qui permet de voir des paysages, qui permet de laisser le vivant se déplacer, qui permet d'avoir des logements bi-orientés ou tri-orientés, ça permet de favoriser les parcours solaires, voilà. Et donc ça, je pense qu'il faut quand même reconnaître finalement, en tout cas moi c'est force de valeur dans notre territoire, de considérer qu'une grande partie des zones aujourd'hui qui supportent des droits à construire dans ce territoire ont adopté collégialement avec les acteurs de l'immobilier et les acteurs de la collectivité cette idée d'une ville discontinue, ouverte en fait, donc qui est favorable évidemment à la question de tous ces enjeux de gestion du vivant, puisque derrière le corollaire, Sébastien tu l'as expliqué, c'est que cette ouverture de la ville, elle a été faite aussi en imposant par exemple le fait de produire de la pleine terre ou de préserver tout simplement des sols. Donc il y a cet enjeu-là, c'est qu'on ouvre la ville aussi pour donner la place aux sols et après donner la place évidemment aux paysages qui les accompagnent. Question, moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir voilà, comment on peut valoriser en même temps cette démarche et combien ces sols rendus à une fonctionnalité, à des usages peuvent être un appui pour la transformation des territoires. Pour moi, il y a deux notions dans le sol. Il y a le sol superficiel, on va dire les 2 ou 3 premiers mètres. Donc là, en ville, c'est bien, avec les nouvelles pratiques, le fait d'avoir la ville spongieuse, on active ces 2-3 mètres. Donc c'est là où il y a de la végétation, de la fraîcheur, de la biodiversité, etc. En revanche, le sol, c'est pas que ça. Ça peut aller beaucoup plus profond. Et ça peut atteindre dans les nappes, par exemple. La nappe phréatique, c'est celle qui est la plus haute, mais il y a toutes les autres nappes ensuite qui sont des réservoirs, même qui sont des ressources pour boire, etc. Donc ça, il me semble qu'il faut permettre à l'eau qu'elle s'infiltre en quantité. Il faut qu'il y ait... pour moi, c'est pas la ville... Enfin, à la base, c'est pas la ville qui va pouvoir rendre ce service-là d'activer les sols en profondeur. Les sols agricoles ne vont pas tellement non plus permettre d'activer les nappes.
Une forêt, ça consomme énormément d'eau, donc c'est pas forcément elle non plus qui pourra recharger les nappes. Donc qu'est-ce qui recharge les nappes? Je ne sais pas très bien. Non, mais je sais un peu, mais votre question, c'est quoi pour que Il faut au moins dire si tu sais ce qui recharge les nappes. Oui, non, mais je sais, c'est important de le dire. Non, dans le détail, oui, dans le détail, il y a tout un tas de facteurs qui rechargent les nappes. Il y a effectivement l'infiltration directe. Il y a aussi l'infiltration superficielle, finalement, et qui va ruisseler et qui va venir alimenter les cours d'eau. Et les cours d'eau, c'est un échange entre la nappe et le cours d'eau, entre la surface et la profondeur. C'est vraiment une éponge. Il peut y avoir d'ailleurs une partie de l'année, l'eau de la rivière alimente la nappe, et une partie de l'année, en hiver, c'est l'eau de la nappe qui alimente la rivière. Vous voyez, donc tout ça, c'est un métabolisme qui dépasse les 2 ou 3 mètres de sol qu'on va protéger dans la ville. D'où, moi, ma tendance à penser que la ville concentrée, je vous rejoins, elle est plus intéressante en termes de nature, parce qu'effectivement, on concentrera la ville, on va quand même pouvoir avoir tout un tas de choses, peut-être des espaces verts quand même, en tout cas du vert, de la biodiversité, etc. Je pense qu'on peut avoir tout ça. Mais par ailleurs, ça libérera de l'espace, de grands espaces, pour pouvoir intervenir sur le sol à une plus grande échelle, dans ces plus grandes profondeurs. Voilà, j'aurais tendance à penser ça si je devais penser quelque chose de définitif. La ville, elle se reconstruit aujourd'hui forcément beaucoup plus sur elle-même que par le passé. Donc ça sous-entend de savoir quelles sont, par exemple, les ressources ou les outils qui permettent peut-être d'apaiser cette question de la surenchère qu'il peut y avoir par rapport à cette question de la valorisation des sols. Donc sur ces possibilités de définir de nouveaux outils, Yann, est-ce qu'on peut évoquer quelles sont quelques solutions qui ne sont pas forcément directement liées à cette question de retrouver des sols naturels, mais de savoir comment aussi offrir des sols accessibles finalement à tout un tas de politiques publiques et de possibilités d'aménagement. Je pense en particulier aux démarches liées au logement abordable, au fait de dissocier parfois le sol de la construction, enfin tous ces sujets qui font partie demain peut-être d'une panoplie, parce qu'on n'a pas de solution évidemment unique, vu la complexité de cette gestion du rapport au sol qu'on a évoqué, mais plutôt d'un bouquet finalement d'outils qui pourraient être mobilisés. Donc sur la question par exemple de la production de logements, qui est un autre enjeu d'économie lié au sol, il y a effectivement aujourd'hui des outils qui sont imaginés. Moi, il y a plusieurs choses. Tu évoquais le logement abordable et des montages dissociants. Ça renvoie effectivement à cet outil qui a connu un fort développement en France, en tout cas en termes d'agrément et de montage. Donc c'est les organismes de foncier solidaire. La métropole du Lyon. Sur la métropole du Grand Lyon, il y a notamment la foncière solidaire du Grand Lyon qui intervient avec des objectifs à 1000 logements par an quand même en bail réel solidaire. Donc c'est important. Ça représente quand même un certain volume par rapport, si vous voulez, on estime, maintenant je n'ose plus rien dire devant Philippe, on estime, si vous voulez, le marché lyonnais, dans les bonnes années, c'est entre 5000 et 6000 ventes, 7000 ventes peut-être par an, au détail, en promotion immobilière. Donc 1000 logements DRS par an, vous voyez ce que ça peut représenter, ça commence à faire du volume. Et puis il n'y a pas que la foncière solidaire du Grand Lyon qui intervient pour faire du DRS de toute façon aussi dans la métropole. Donc ce sujet-là, je dirais, si je reviens au logement abordable, à cette logique de dissociation, l'idée de départ, je pense que tout le monde l'a à peu près en tête, c'est de dire en gros, les prix immobiliers augmentent, mais en réalité c'est le foncier qui capte toute la valeur. Ça c'est les travaux, c'est un livre qui est sorti récemment par Alain Tranois et Étienne Massemer sur ce sujet-là notamment, qui renvoie plutôt à des enjeux de fiscalité, mais part de ce constat-là, et de dire finalement, du coup, si on enlève le foncier quand on le vend au ménage, forcément ça baisse la note. Ça ne résout pas ma question quand même qui est fondamentale dans tout ce que j'évoque, en tout cas d'un point de vue économique. On en revient, à mon sens, toujours globalement plus ou moins à la question de la rente foncière et de la captation de la plus-value. C'est-à-dire que le problème, c'est que mon OFS, à un moment, il faut bien qu'il achète le terrain. Donc à moins d'être extrêmement doté, quand on a des charges foncières qui dépassent les 1000 € le mètre carré, à un moment, il a une limite financière. Alors, ça permet aux propriétaires de récupérer une rente, mais après, la rente, encore une fois, dans le mécanisme, elle est sanctuarisée dans les murs. Donc c'est vrai que ça permet de produire
une forme de logement abordable, pérenne, et c'est quand même ça l'enjeu. Maintenant, les outils, je pense qu'on en a déjà beaucoup. Donc évidemment, le but du jeu, c'est pas de les multiplier. Même en termes de montage dissociant, hein, je veux dire, ici, il y a quand même les HCN historiquement, enfin, il y a plein de choses qui sont plus ou moins poussées par tout un tas d'opérateurs. Il y a des pratiques d'urbanisme qui sont différentes d'une collectivité à l'autre. Il y a des collectivités qui vont être historiquement et en termes de pratiques habituées à aller plutôt sur des logiques de PUP, etc. Alors maintenant, ça c'est quand même assez généralisé, mais plutôt sur de l'encadrement, plutôt sur de la négociation. Je pense que c'est ça aussi qu'il faut intégrer dès le départ. Et surtout pas, encore une fois, multiplier les outils sur le sujet, quoi. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question non plus, mais j'essaie de porter des cas. Tu as brillamment éclairé un outil et cette question de la dissociation foncière et de la construction, parce que des outils, tu te dis qu'il y en a beaucoup. Moi, je n'ai pas en tous les cas cette perception que l'on ait autant d'outils que ça sur la question un peu de la régulation finalement foncière. Ça reste quelque chose de profondément, viscéralement attaché finalement à la population, cette question du droit de propriété. Finalement, tu parlais de rente foncière, donc cette question à un moment donné de valoriser un bien finalement dans un marché, finalement c'est ça le... Regarde, quand Sébastien donne des droits à bâtir, pardon, hein, je dis. Mais quand Sébastien donne des droits à bâtir ou n'en donne pas, c'est une action directe sur le foncier en disant toi tu gagnes, toi tu perds. J'y vais avec mes... et inversement, quand il les enlève, probablement qu'il y a après des contentieux, des choses comme ça. Tout à fait. On en entend parler aujourd'hui, on sait que c'est des problématiques liées aux ZAN, pas que aux ZAN, mais ça se renforce avec le ZAN, clairement. De droit à bâtir, ça c'est quand même le départ de la politique foncière, c'est le fait de donner des droits à bâtir ou de ne pas en donner. Donc c'est en ça que je dis qu'il y a déjà beaucoup d'outils, et je pense que c'est une illusion de croire qu'en arrivant maintenant, c'est-à-dire une fois que les plus-values sont faites, une fois que la valorisation est faite, c'est ça, tant qu'on était dans un aménagement sur des champs de patates, il y avait des plus-values à chaque étape, enfin, on connaît bien ça. Donc on était tranquille. Et d'ailleurs on disait à l'époque, les EPF, il faut qu'ils interviennent d'abord sur des terrains urbanisés pour capter la valeur avant qu'elle explose, ou alors vraiment dans des cas très particuliers sur de recyclage comme a pu le faire l'EPF Nord-Pas-de-Calais, etc. à l'époque. Mais là aujourd'hui, on a ces valeurs foncières qui ont explosé, quoi. Donc on a des outils de court terme, j'ai envie de dire, avec des techniques financières derrière un organisme de foncier solidaire qui permet de lisser l'achat, etc. La question c'est à long terme, parce qu'encore une fois, à moins d'injecter en permanence de l'argent public, alors si on en a tant mieux, il y a des OFS richement dotés, je ne citerai pas là, mais il y en a qui sont richement dotés, tant mieux pour eux. Voilà, j'ai évidemment, on a cette limite là aussi. Bien, donc je sais pas, Sébastien, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose? Oui. La question de l'action foncière publique est quand même un vrai sujet, c'est-à-dire que, y compris parce qu'elle peut avoir deux finalités, c'est acheter pour permettre le développement urbain, la production de logements, et si possible en restant propriétaire des sols et en autorisant à construire dessus. Donc c'est question de baux amphithéotiques longue durée, de bail réel solidaire, etc. Donc ça c'est un axe important qui a du sens. Le deuxième, c'est quand même d'acheter aussi pour préserver des espaces naturels et agricoles. Donc ça c'est nouveau, on ne faisait pas ça. Le syndicat mixte des Monts d'Or le fait depuis longtemps, mais on a aussi Méribel-Jonage qu'on a eu la bonne idée d'acheter 2000 hectares qui sont notre trésor notre trésor vraiment vital, hein, c'est l'eau, voilà. Et là aussi, il y a eu des actions foncières intelligentes au bon moment pour préserver définitivement et durablement ce trésor. On aurait pu l'anthropiser, c'est ça? Ah oui, il y avait des images de marina avec quartier dans les années 80, avant que la décision soit prise, qui aujourd'hui poserait des problèmes sur la question de nos champs captants et de notre réserve d'eau. Donc il y a des choix d'action foncière qui sont décisifs, mais j'aurais tendance quand même à déplacer aussi un peu la problématique en disant que peut-être que l'essentiel du sujet, y compris en relation avec ce que tu disais sur l'ingénierie, il est pas sur la métropole de Lyon, et que
Donc si on prend notre territoire en tout cas, et on peut après appliquer ça à Bordeaux, Nantes ou Strasbourg, les sols les plus qui sont en voie d'être les plus abîmés, ça ne se passe pas sur la Gaule lyonnaise et ça ne se passe pas sur la communauté urbaine de Dunkerque ou Nantes Métropole. C'est autour que se jouent les prédations de sol par notamment la question des entrepôts, parce que faut citer les sujets quand même, c'est bien là que ça se passe, dans la plaine de l'Est là. Je pense qu'on a derrière nous la question des grandes zones commerciales, parce que le modèle est vraiment obsolète et les opérateurs commerciaux eux-mêmes le considèrent comme obsolète, donc c'est une bonne nouvelle. Mais on n'a pas résolu la question des entrepôts logistiques qui, par dizaines d'hectares entières, en horizontal, continuent pour le coup de broyer les sols. Et quand il s'agira de recycler ça dans 30 ou 40 ou 50 ans, ça sera compliqué. Et là, je pense que le ZAN aurait pu être encore un peu plus ambitieux, parce que là, on est sur des coûts partis qui vont encore pendant 10-15 ans continuer de consommer des milliers d'hectares. Et je pense que le sujet, parce que par manque d'ingénierie, par manque de mobilisation aussi locale, on continue d'avoir des développements vraiment problématiques en extension. Donc si après on veut regarder du côté des lueurs d'espoir, c'est qu'il y a quand même un regard qui se porte là-dessus avec les agences de l'eau, on parlait des sages avant de commencer les scènes autour des questions de bassins versants qui sont quand même intéressantes. Et puis quand même cette loi climat résilience d'août 21 qui dit notamment, c'est quand même, j'ai fait vérifier la notion, mais que si les PLU et SCOT ne sont pas révisés dans les 6 ans de la loi qui a été votée en 21, toutes les zones AU qui restera encore en 27 seront gelées. Toutes. C'est-à-dire y compris dans ces petites communes où il n'y a pas d'ingénierie pour déjà actualiser le document, etc., on peut avoir l'espoir que, en 2027, mais on a encore, c'est 5 ans devant nous, c'est loin au rythme où vont les choses. Ouais. Mais en tout cas, ça peut permettre d'apurer ce stock de foncier considéré comme constructible dans des années qui ne sont plus celles d'aujourd'hui. Mais il y a encore, 2027, c'est pas tout de suite, quoi. Si loin, non. C'est pas si loin. Sur l'évolution, après, ce qui est important, c'est ce qui est sous-jacent à ça, après, c'est l'évolution des modèles, en fait, aussi. C'est ça qui est derrière, sur l'évolution des modèles, ce que tu disais, en fonction des caractéristiques et des typologies des territoires. Et c'est là où, effectivement, il y a un effort de pédagogie et de travail collectif avec l'ensemble des acteurs pour faire bouger les modèles. On en parlait aussi à de nombreuses reprises, et de trouver aussi l'adéquation en fait, avec les marchés, en fait, les envies aussi des gens, des habitants, de se retrouver dans tel logement, dans tel type de territoire. Donc c'est là aussi où il y a, par rapport à des formes de marketing territoriaux, parfois très puissants, très ancrés dans les modèles économiques, y compris dans la nature des matériaux produits pour construire, en fait, il y a un travail colossal à faire pour faire évoluer tout ce système qui permettra de rendre la ville finalement plus mixte, par exemple, plus superposée, plus dense, plus compacte, en fait. Ça, ce sera un enjeu, à mon avis, qui est inévitable, qui est déjà en marche, je pense, du coup, dans le système métropolitain, où, par exemple, l'économie arrive aujourd'hui à se mixer et se superposer, ce qui est déjà un élément important. Et dans les territoires voisins aussi, on a des lueurs d'espoir, finalement, qui apparaissent, où on voit effectivement des modèles en train de se transformer, parfois pour abandonner ce qui était la culture commune, c'est-à-dire l'extension souvent en lot libre, en lotissement, et on retrouve aujourd'hui des débuts de montage un peu plus complexes finalement, qui d'ailleurs s'inspirent des formes vernaculaires des territoires, c'est-à-dire qu'on est capable, sur une assiette foncière qui aurait peut-être toléré le fait d'avoir 4 lots libres, et bien demain d'avoir plutôt une forme qu'on pourrait qualifier de vernaculaire, qui se rapprocherait d'un tissu constitué par exemple de hameaux, et au lieu d'avoir 4 logements sur cette assiette foncière, et bien finalement on en arrive à en avoir 8 en fait, ce qui est déjà une victoire tout à fait notable dans ce genre d'espace. Je vous remercie vivement pour cet exercice et je vous souhaite une très bonne soirée du coup. Merci.